Émission 885. Cette semaine, Justice League vs. Godzilla vs. Kong. Quelque chose de même. Benoît Mercier. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui. C'est ça le concept. Mystère de talent, c'est ça le concept. C'est ça le concept, c'est à peu près ça le nom, c'est King Kong, mais c'est pas vraiment ça qui est dans BD anyway, fait que je me donne le droit de me tromper, ok? Bon, oui. C'est vraiment pas ça. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Toutes, même King Kong. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres aiment bien les bébites qui se tapochent. Ah, ben oui. Pourquoi pas? Je présente à l'instant. Le premier affrontera Godzilla et Kong dans un marathon de dynastie. J'ai l'impression que je sais qui va gagner. C'est Simon Chénier qui est avec nous. Salut Simon. Salut. D'ailleurs, je pense que je réécoutais... des fois, ça m'arrive de réécouter ce que je fais au show parce que je doute. Tu doutes, oui. Puis là, je trouve que je manquais de sens un peu dans ma chronique sur Dynasty. J'étais un peu allé dans tous les sens, donc... Ben, je te suivais, moi, je trouve. Ouais. J'étais juste comme... J'étais excité d'en parler et j'ai comme passé à travers mes notes d'une façon aléatoire. Et ça m'a un peu... c'est ça. C'est pas bon de se critiquer comme ça. Là. Ouais. Mais je voulais juste dire aux gens que je vais bien. Je passais à travers Dynasty, c'est déjà ça. OK. Puis, moi, en tout cas, j'ai pas pensé que tu avais un ACV live ou que tu étais sur une quelconque drogue. Ça faisait du sens pour moi. Tant mieux. Mais j'imagine pour les auditeurs, auditrices plus jeunes qui ne savent pas c'est quoi Dynasty, peut-être c'est bien nébuleux, là, déjà en partant. Ouais, mais je pense en général, ce que j'amène au show est un peu... nébuleux pour les plus jeunes. Oui. Je parle déjà de vieilles affaires qui sont pas de mon époque tant que ça. Ouais. Mais bon. C'est pour ça qu'on t'aime. C'est ça. J'ai mes qualités. Hein. Je suis comme ça. Faut m'accepter. Yes. C'est comme un petit midi. Ah oui, c'est difficile. C'est le travail d'une vie, ça. Tu y arrives-tu, toi? Oui, j'y arrive assez bien. Comment tu fais, Sti? Moi, ça fait des années que je vais chez une psy, puis je m'haïs tout autant. Je sais pas, je me dis, il y a tellement de gens alentour de moi qui m'apprécient comme ça, je dois être correct. Tu sais. Ouais. Si j'étais pas correct, on me le dirait ou j'aurais pas. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que tout le monde m'haït. Ben là, mais comment je fais? Ah ben, c'est à quoi je dois me rattacher d'abord? Je sais pas. J'aimerais ça t'aider, mais je suis pas. Si tu me payes 120$ par session, je peux essayer de t'aider. Ben, je vais y penser parce que c'est déjà 20$ de moins que la mienne. En tout cas, anyway, on parlera de ça après. Ouais. L'émission. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai écouté, fini en fin de semaine, de la série documentaire Mr. McMahon sur Netflix à propos pas du défunt, il n'est pas encore mort, là, mais certains diront que ça serait le temps. Ancien dirigeant de la WWE, voyons, Mr. McMahon. Ouais. Puis j'ai vraiment aimé ça. Le personnage est absolument dégueulasse, surtout à la lumière des événements qu'on connaît aujourd'hui, là, les plus récents. Là. Je vous épargne les détails. Un peu pas de bon sens aussi. Je veux dire, mis à part ça, là, même dans l'être, un peu, tu sais, ses décisions, sa façon de penser, c'est assez particulier. C'est un être exécrable. Il y a eu du succès, mais c'est un être qui est assez exécrable. Mais si j'enlève ce côté-là, la série documentaire est vraiment bonne parce que c'est tout un pan de l'histoire de la lutte américaine qui est hyper important. Puis sa progression, puis son évolution au fil des années. Tu sais, c'est vraiment une tranche d'histoire. Oui, c'est à propos de McMahon, mais c'est aussi à propos de l'histoire de la WWE, puis de la lutte, puis des gens qui y ont contribué. Fait que j'ai pas le choix de dire que je recommande fortement cette série documentaire. La série a été filmée, produite avant les événements qu'on sait aujourd'hui sur McMahon, donc les accusations qui sont portées contre lui. Puis il y a un bandeau en début d'épisode là, qui avertit que ça avait été filmé avant, parce qu'il y a certains épisodes, sans qu'on l'encense, on le met beaucoup de l'avant, là, donc il faut être averti. Mais pour vrai, si vous êtes curieux à propos de l'histoire de la lutte, si vous êtes peut-être un gars comme moi qui est un peu plus néophyte, je vous le conseille fortement, c'est super intéressant.
Puis ça vous situe un peu plus par rapport à ce divertissement-là qui reprend du poil la bête, même dans les dernières années. Il y a des gens comme toi qui ont commencé à écouter la lutte, comme moi qui ont commencé à écouter la lutte. Donc, ça dit quelque chose à propos du contenu. Ce divertissement-là qui, franchement, me fascine de plus en plus. Ouais, c'est un monde fascinant, mais j'aime beaucoup suivre ça. Pour moi, je le suis peut-être plus comme un téléroman que comme du sport, parce que c'est quand même... C'est ça, c'est un téléroman. La WWE est surtout très ancrée dans les histoires plutôt que les combats, je te dirais. Mais c'est ce que j'aime aussi. C'est ce que j'aime, que j'apprécie de plus en plus, c'est à quel point, surtout grâce à les médias sociaux, puis c'est peut-être une des seules bonnes choses que les médias sociaux ont donné, là, c'est le côté méta. C'est l'industrie qui répond aux rumeurs, puis qui joue avec ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Tout ça se mélange. C'est excessivement divertissant, puis c'est comment tu peux décoder aussi ce qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous niaiser, on est en train de nous donner un vrai message. Puis il y a tous ces niveaux-là qui me fascinent. Merci à Gab, qui est un membre Discord qui diffuse la lutte les dimanches. Hier, on a écouté le dernier événement de NXT. Très bon match, tous des bons matchs. Vengeance, man. J'ai full trippé. Il n'y a pas un match que j'ai trouvé particulièrement ennuyeux. C'était tout bon, tant qu'à moi. Puis, une bonne note sur Cage Match. Ça a l'air presque un 9 sur 10. J'adore le move de Stéphanie Vasquez. C'est son nom, je pense. Elle pogne la personne entre ses jambes par la tête, puis elle donne des coups. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu un gif de ça et je l'ai vu live. C'est très particulier. C'est le sports entertainment. C'est du divertissement. Écoute, c'est ton cardio et son divertissement en même temps. Fait que c'est ça. J'ai écouté ça en fin de semaine, puis j'ai terminé la série. J'ai vraiment capoté. Puis je me répète, là, mais j'ai terminé. Je suis à jour avec Severance. La série n'est pas finie encore. Deuxième saison a commencé. Si vous n'avez pas fait ça, si vous n'avez pas entamé Severance, garochez-vous. Je capote. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est de la maudite bonne TV. Ouais. Moi, j'attends, je pense, la fin de la saison 2 pour me lancer. Pour vrai, là, je pense que tu fais bien. Parce qu'autant que je suis satisfait d'écouter la série semaine après semaine, puis je trouve que ça reste de la bonne télévision, le fait que je suis pas capable de les enchaîner, pour celle-ci, là, je dis pas que c'est la même expérience pour n'importe quel type de série télé. Pour celle-ci, on dirait qu'il y a de quoi qui joue sur mon appréciation. Okay. J'ai beaucoup aimé la première saison, la 2 est très bonne, je reconnais toutes les qualités de la série, de la production, tout ça, mais il y a quelque chose qui manque, puis je pense que c'est parce que j'en veux trop. Mais pour l'instant, c'est de la maudite bonne TV. Allez écouter Severance si vous avez la chance, c'est sur Apple TV+. Veux-tu commencer les nouvelles, mon cher Simon? Bien, je peux commencer si tu veux, mais c'est pas une grosse journée en nouvelles. Je peux mentionner par contre que j'ai vu que le réalisateur Takashi Yamazaki, qui a réalisé Godzilla Minus One. Oui, que j'ai pas vu encore, malheureusement. Bien dit qu'il travaille présentement sur le scénario et les storyboards d'un prochain Godzilla. Pas vraiment d'autres détails sur est-ce que ça va être une suite directe à Godzilla Minus One ou ça va être autre chose. Ça, on ne sait pas. Il a déjà dit en entrevue que il aimerait ça peut-être avoir King Ghidorah dans son film. Tabarnouche. Mais bon, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas tant de détails, mais c'est encore Toho qui lui fait confiance après le succès que Godzilla Minus One a eu. Quand même gagné plusieurs prix, dont le score des meilleurs effets spéciaux. Oui, c'est ça. Puis en plus que c'est comme une équipe de 30 personnes plutôt que... Il y a 30 personnes qui ont travaillé sur ce film-là? Ben pour les effets spéciaux, c'est vraiment une petite équipe. C'est rien, ça. Ouais. Ben je sais pas, 30, peut-être 50, là, mais c'est en bas de 100, me semble. Fait que quand même, je pense que... le film était vraiment excellent, donc j'ai vraiment hâte de voir... ce que ça donne. En plus, j'étais dans un mood Godzilla en fin de semaine parce que je pense que... Parce qu'on lisait la BD pour aujourd'hui. On lisait la BD, mais aussi pendant la tempête hier, j'étais... le matin, je pense, je me suis parti un vieux Godzilla, puis j'étais comme, je suis bien, je suis bien relax, il neige dehors, je suis encore en pitch. C'était parfait. C'est un mood parfait. Ouais, c'était plus fun que la BD, je pense. Ben, c'est parce que c'est supposé être une BD de Godzilla, puis finalement,
Ouais, il est là. Ben, il est là. Il fait apparition, là. Ouais. C'est pour être aussi une BD de King Kong, puis... Il est là. Il est là aussi. On vous en parle en fin d'émission. Ouais. T'as été trop vite, j'ai même pas eu le temps de partir ton jingle. Fait que, ben, pour le prochain. C'est bien correct. Moi, je fais suite à une nouvelle qui est sortie la semaine passée. Ouais. Parce que la semaine passée, quand t'étais pas là, Simon, j'étais avec Yohan, puis on parlait d'un univers consensuel pour Magic the Gathering, qui allait être exploité autant au petit écran qu'au cinéma. Yohan, il est toujours là quand je suis pas là. Ben, c'est un peu je ça, pense là. Qu'il m'aille. Non, ben, quand toi, t'es pas là, il dit qu'il t'aille. Non. Tu connais-tu Yohan, est-ce qu'il a déjà dit, à ta connaissance, ça fait quoi, presque 20 ans qu'on le connaît, il t'a déjà dit qu'il haïssait quelqu'un? Non. Yohan aime tout le monde. Ouais. Fait que je pense que si t'as s'il me l'a dit, on le garde pour moi. C'est ça. C'est moi qui Non. Mais non, je me souviens. Tu sais, c'est Yohan, il est tellement positif. Exactement. Je sais pas comment il a fait. D'après moi, c'est son enfance, la façon qu'il a été élevé. Ouais. Si je me fie à ma psy. Donc, c'est ça, Magic the Gathering exploité autant à la télévision et au cinéma. Ça, c'est quelque chose dont je suis très curieux. Ça, c'est comme Warhammer, là, Magic the Gathering. Je veux pas plonger là-dedans parce que je sais que j'y reviendrai pas sain et sauf. Là. Mon esprit va être fragmenté puis mon portefeuille vidé. Je ne peux pas plonger dans cet univers-là, mais j'ai bien hâte de le voir exploité de d'autres façons que le jeu de cartes, le populaire jeu de cartes. Donc, une semaine après cette annonce-ci, il y a une nouvelle propriété de Hasbro Entertainment qui a été annoncée, qui fera bientôt le saut vers le grand écran. La nouvelle a été rapportée par Deadline. On parle bien sûr du très populaire jeu de cartes, pas de cartes, pardon, mais de table, qui a repris aussi du poil de la bête dans les dernières années. Dungeons & Dragons, qui est excessivement populaire. Jeu de table qui, à une certaine époque, était réservé aux nerds et aux exclus de la société, qui maintenant est devenu mainstream. Il y a des chaînes Twitch qui vivent de ce jeu de table excessivement populaire. Les geeks ont gagné, man. Les geeks ont vraiment gagné. Et donc, cette série, ou plutôt cette propriété-là, va être finalement adaptée en live-action, en télésérie. Donc, une télésérie pour le compte de Netflix. Il y a bien sûr eu le film de 2023. Mais là, on parle d'une nouvelle entité qui fera partie de l'univers de Forgotten Realms, donc l'univers le plus populaire de Dungeons & Dragons, mais qui ne sera pas lié au film de 2023. Pendant longtemps, c'était censé être sur Paramount+, puis finalement, l'année passée, il y a 2 ans environ, le projet avait été abandonné parce qu'il y a eu des restructurations au sein de Paramount+, et finalement, c'est Netflix qui a repris le relais. Et ce sera produit par un certain Sean Levy. Je ne sais pas si le nom te dit quelque chose, sinon. Oui. Parce que excuse-moi, avant que tu dises pourquoi tu l'as connu. Yes. C'est un des bullies dans le film Zombie Nightmare. Tu m'y es-tu pour vrai? C'est vrai, ça? Oui. Récemment, ça a été porté à mon attention qu'il joue dans le film. Il joue une espèce de bully psychopathe. C'est un vieux film avec Adam West, puis le gars qui... John Michael Thor. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de lui. Là, on l'avait interviewé jadis, il y a presque 15 ans, 20 ans là-dessus. Mais évidemment, il y a eu une plus grande carrière après ce film-là. Oui. Donc, tu peux dire qu'est-ce qu'il a fait. C'est entre autres un producteur, mais il a aussi réalisé Deadpool et Wolverine, qui est sorti du côté Disney l'année passée. Un petit film. Et il a entre autres produit Stranger Things. Et donc, ça va comme de soi que ce soit lui qui produit avec Hasbro Entertainment la télésérie Netflix, parce que dans Stranger Things, Dungeons & Dragons est excessivement populaire, très, très présent d'ailleurs. Et ça sera adapté par un scénariste qui sera également le showrunner, un certain Drew Crearvello, qui a fait une série qui s'appelle We Crashed, mais que je n'ai jamais vue. Un showrunner, là, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un genre de producteur, mais qui est à la charge de toutes les différentes étapes de la production d'une télésérie. Donc, c'est quelqu'un qui va s'assurer autant que ça soit uniforme au niveau de la production, de type de réalisation, mais aussi de l'écriture. C'est quelqu'un qui a un peu la main dans tous les pots. Donc, c'est lui qui a écrit le pilote de cette nouvelle série. Et reste à voir, il n'y a pas de date de sortie pour l'instant attachée à ce projet, mais je suis très curieux. J'ai l'impression que ce sera un des projets les plus populaires de Netflix lorsqu'il aura sorti, parce que tout le monde tripe sur Dungeons & Dragons, et j'ai bien hâte de voir. Tu sais, comme je disais tantôt,
Il n'y aura pas de lien avec le film de 2023 qui est Honors Among Thieves, qui était très bon d'ailleurs, que j'ai bien aimé. Ouais. Mais ce ton-là était plutôt humoristique, donc je me demande si on va garder ce côté-là un peu slapstick humoristique pour la télésérie, ou on s'en va dans une autre direction. Quand je dis slapstick humoristique, je parle d'une recette qui ressemble à un Marvel, par exemple, où le drame côtoie l'humour. Ouais. C'est un petit peu ça, le Honor Among Thieves. Donc, je suis bien curieux de voir si pour la série Netflix, on va suivre le tout. Il y a déjà une série aussi... Non, pas d'animation. C'était pour Magic the Gathering, je me mélange. Donc, ça s'en vient bientôt. J'ai pas de nouvelles par rapport à ça. Puis comme je l'ai promis, voici le jingle pour Simon Chénier. Dans le chat, on nous fait remarquer que Johan déteste Superman. Ah, c'est vrai. Tu vois? Fait que c'est peut-être... Mais c'est de la fiction. C'est de la fiction, c'est que c'est pas une vraie personne. Ouais. C'est pour ça que ça compte pas. En même temps, on peut croire à Superman. Hein? On a besoin d'espoir. Superman, le Père Noël. Ouais. Ernest. Johan, ça marchera pas. Johan, Superman, c'est comme deux batteries là, qui s'opposent. Ouais, c'est ça. Deux positifs. Ouais, bon. Si tu veux, je peux commencer mon dossier Reb Brown. Ouais, je suis curieux, t'en as parlé avant l'émission. Tu dis que tu avais un grand dossier sur l'acteur Reb Brown. Oui, en fait, vu qu'on est au mois de février, il y a le jeu de mots qui se porte très bien. On remplace le F par un R et c'est le Rebuary. Donc, on écoute des films de Reb Brown. Il n'est pas un grand acteur. Si je me souviens bien, c'était un acteur de série B. Oui, on se souviendra de lui dans Howling 2, récemment, qu'on a écouté pour le show. C'est un... il était là-dedans? Ben oui, c'était le héros. C'est le personnage principal, t'as raison, ben oui. Ouais. Qui est un grand blond musclé qui n'acte pas super bien et qui joue souvent des vedette de films d'action. Ben, il joue pas la vedette, mais il est la vedette. C'est un peu le gars qui fait la tapas, là. Ouais. D'ailleurs, sur son IMDb, dans les trademarks, c'est marqué « Muscular physique and incoherent screaming ». Quoi? Parce que... C'est sa description officielle? Sur IMDb, je sais pas si c'est pas sa bio, mais c'est marqué Incoherent Screaming. Donc, un des cris incohérents. Oui, parce que Reb Brown a une voix assez aiguë quand il se fâche. Et fait que quand il tire du gun, il gueule. Ça sonne un peu comme ça, puis c'est assez... Oui, il y a comme la bouche de côté. Assez unique pour lui, ouais. Sa mâchoire est comme pas parallèle au ben, c'est ça, le reste de sa mâchoire. Ouais, c'est ça. Il y a plus d'action d'un bord que de l'autre. Puis bon, c'est ça. Vu que je me suis dit, je vais faire le Rebuary cette année, je vais regarder des films de Reb Brown, et qui est quand même assez important dans ma cinéphilie de films de marde. Ça fait des années que j'ai vu ces grands classiques. Et là, vu que ça fait longtemps que je les avais regardés, c'est le fun, je redécouvre des choses. Puis il en a fait quand même beaucoup, là. Ouais, tu sais, il y a quand même une vingtaine de films où il est la vedette, là, fait que ça en fait pas mal. Donc, il y en a que je vais vous parler très brièvement, puis il y en a d'autres que ça va être plus long, et je vais couper ça en 2-3 bouts, là, pas parler pendant 1 heure là-dessus. Là. Mais premièrement, quand j'ai commencé à chercher les films de Reb Brown sur mon Plex, j'ai écrit Reb Bro. Puis là, il me l'a donné. Fait que depuis ce temps-là... Tu l'appelles Red Bro? Je l'appelle Reb Bro. Ah, OK. Et là, j'ai commencé avec un film qui n'est pas... Il ne tient pas la vedette. C'est un film qui s'appelle Uncommon Valor, un film de 83 de Ted Kotcheff. C'est lui qui a réalisé First Blood et aussi Weekend chez Bernie. Et c'est un film où on va chercher des prisonniers de guerre au Vietnam. Of course. Puis Reb Bro en a fait vraiment beaucoup de ce style-là. Mais là-dedans, il y a un cast assez intéressant. Il y a Gene Hackman, il y a Fred Ward qui était Gene Hackman, un vrai acteur. Là. Un vrai acteur. Fred Ward qui était l'autre gars dans Trémor. Qui était Remo Williams aussi. Il y a Robert Stack
l'animateur de Unsolved Mysteries. Wow, une rencontre entre Robert Stack et Red Bro. Ouais, il y a Tim Thomerson qui est le gars qui jouait Trancers. Et Patrick Swayze, un jeune Patrick Swayze. Ben voyons donc, toi. Ouais, et, là, ce film-là n'a pas le choix d'être parfait. Ben, l'affaire, c'est que le film est comparativement au reste de l'œuvre de Red Bro, c'est quand même un bon film, je te dirais. Parce qu'il fait sinon du schlock pas mal. Là, des films de petit budget là, qui sortaient directement en VHS. C'est ça. Là, quand même, le film, il y a un peu plus de budget, il y a une histoire qui se tient, l'acting est pas pire, et même l'acting de Red Brown fonctionne parce que... C'est forcé, là, il est entouré de monde. Là. Ben c'est ça, puis clairement il s'est fait diriger par quelqu'un qui sait comment diriger ses acteurs, fait que ça aide, donc c'est ça, c'est un bon film d'action, c'est pas la meilleure affaire, mais aussi juste pour le cast, et il y a quelques moments le fun là, où il danse avec un gun là. Fait que, ça c'est bien le fun. Après j'ai écouté Space Mutiny, ça c'est un de ses grands succès, si on peut dire. Un film de 88 par un certain Neil Sunstorm qui a réalisé Howling 5 de Rebirth. Le 5e. Le 5e. Il faut le faire. Fait que ouais, c'est un classique de Red Bro, gros film de sci-fi qui a pas les moyens de ses ambitions. Même les scènes de vaisseaux viennent de Battlestar Galactica, la série. L'action se passe majoritairement... Attends, ils ont piqué? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas s'ils ont payé pour, mais c'est comme si... Ah non, ils ont pas payé pour. Ils ont pris des scènes de vaisseaux qui se tirent dessus, puis c'est ceux de Battlestar Galactica. Ils ont-tu recolorisé ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Non? OK. Non, c'est juste la même affaire. Bon, okay. Puis c'est ça, l'action se passe majoritairement dans un sous-sol d'une usine, même s'ils veulent nous faire croire que c'est un vaisseau. Il y a des poursuites avec des petits bolides vraiment niaiseux. Et les costumes n'ont pas de bon sens, mais il y a beaucoup de scènes où il fait son fameux cri. Fait que ça, c'est gagnant. C'est un excellent épisode de Mystery Science Theater 3000, d'ailleurs. Et j'ai revu aussi récemment la version Riff Tracks qui ont refait des jokes dessus et c'était très bon. Donc, celui-là, je le conseille. Il est sur Tubi, d'ailleurs. Ah, ben là, tu vois. Là, vous avez bien des chances de trouver les films que je vais vous parler de Red Bro sur Tubi si vous n'avez pas accès au VHS. Comment ça l'écrit? R-E-B-B-R-O-W-N, hein, c'est ça? Exact. Comme Reb Brun. C'est ça. Après, j'ai écouté un film qui s'appelle White Ghost, un film de 1988. Et là, c'est un autre film où on va chercher un soldat au Vietnam. Mais ici, Red Bro, il y a un petit rôle parce que... le personnage qu'on suit, c'est surtout le soldat qui est au Vietnam. Ça fait 15 ans qu'il est là, blablabla. Puis là, Red Brown, lui, il décide, il faut aller le sauver. Puis là, il envoie du monde le sauver. Mais là, ces gens-là, finalement, c'est des mercenaires qui veulent le tuer. Je sais pas trop pourquoi. Puis là, finalement, Red Brown, à la fin, décide, je vais y aller moi-même. Puis là, il arrive en hélicoptère, puis il tire du gun pendant 2 minutes, puis il gueule, puis c'est ça. Fait que c'est pas... Comment dire? Non, c'était pas un très bon film, même dans ce que je recherche, là, le mauvais, le fun, c'était plutôt plate. C'était juste le fun de voir Red Bro. Qu'est-ce qui fait qu'un mauvais est le fun ou est pas le fun ou juste dull? C'est difficile à dire, hein? C'est difficile à dire, mais il y a beaucoup de choses. Quelque part. Des fois, ça peut être juste une question de pacing dans le film, le montage. Des fois, ça peut être lent, ça peut être long, ça peut être pas intéressant ce qui se passe. Dans ce cas-là, c'était ça. C'était comme correct. Il y a un gars qui se promène dans le jungle, puis il tue du monde, puis il faut qu'il soit stealth à des places. C'est comme... c'était un peu... C'est slow pace. Très slow pace, malgré une finale... une finale quand même
qui a beaucoup d'action, mais qui arrive trop tard. Et c'est le même problème pour l'autre film que j'ai écouté qui s'appelle Last Flight to Hell, film de 1990. Et là... ça se crie maintenant les titres. Ouais. Ça sème tellement. Reb Bro est engagé pour aller chercher un drug lord dans une forêt aux Philippines. Fait que, tu sais, encore beaucoup de forêts. C'est plutôt fade. Je me souviens de l'avoir vu il y a longtemps parce que j'ai le VHS, mais j'avais comme aucun souvenir. Puis là, quand je l'ai revu, j'ai comme compris. Là, c'est comme, ah ouais, un moment donné, il se bat dans un entrepôt. Puis c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Puis aussi, ben, vu que la copie que j'ai, c'est en français, je ne pouvais pas entendre la voix et l'acting de Reb Bro. T'avais pas accès à son acting légendaire. C'est ça, fait que c'était un peu moins engageant. Je comprends. Là-dessus. T'es un snob de Red Bro, man. Tu veux l'expérience totale. Ouais. Et d'ailleurs, le prochain, par contre, ça a été une redécouverte. C'est le dernier que je vais parler dans ce bloc-là. C'est le film Cage, un film de 1989, mettant en vedette Lou Ferrigno et Reb Brown. La rencontre des titans. Ouais, et pour ma petite review, j'ai décidé à la place de vous lire mon échange avec Yoann que j'ai eu sur Discord pendant que j'étais en train d'écouter le film et un petit peu chez Jujube. Donc, c'est ça, j'allais te demander si t'étais jujubé ou pas. un petit peu, pas beaucoup, mais quand même. Juste pour être bien. Donc, je dis... je commence Cage avec Reb Bro et Lou Ferrigno. Yoann, il fait « Ha 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 ha, c'est parfait. » J'ai jamais vu Cage, mais je le voyais tout le temps au club vidéo, puis je comprends pas pourquoi je l'ai jamais loué. Parce que je me souviens que je voulais LOL. Et là, moi, je dis « Oh shit, Lou s'est fait tirer une balle dans la tête au Vietnam, puis là, il devient Simple Jack. Il went full Simple Jack. » Je comprends exactement ce que tu veux dire. Oui, ben c'est ça, je veux pas dire. Oui. Yoann, il fait ha ha ha, wow! Et là, j'ai dit, j'avais oublié ces détails importants. Et là, j'ai envoyé une vidéo du début, le générique à Yoann. Et là, c'est Reb Brown qui aide Lou Ferrigno à la réadaptation dans un hôpital. Puis en plus, il y a l'espèce de musique très... romantico cheap 80 avec des claviers. En fait, une partie du film, c'est un film de réhabilitation. Non, c'est le générique au début. Ok, ça se passe au début, ça. Ouais, ça c'est... Au début, t'as le bout où il se fait tirer dans la tête, après la réadaptation, puis là, après, on a l'histoire. C'est-tu l'explication pourquoi l'acting de Lou Ferrigno est dégueulasse? J'ai l'impression que c'est un truc narratif qu'ils ont inséré pour... Ben, en fait, Lou Ferrigno, il joue Simple Jack. Là. Ouais. Il se force pour avoir l'air un peu... c'est ça. Mais là, après le vidéo... Yoann, il fait ha 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 ha, wow! Et là, j'ai dit, c'est déjà le meilleur film. Puis là, Yoann, il dit, ah ah, la toune! Et là, je dis, aïe aïe, voyons que j'hésitais à le regarder, c'est malade. Et là, il dit, ha ha ha, c'est incroyable. Il a écouté, c'est quoi, il écoutait en parlant? Non, mais tu sais, moi, j'y textais pendant que je l'écoutais. Puis là, après, j'ai écrit, ah oui, puis en plus, il y a des combats clandestins. Puis là, j'ai fait un mème que j'ai envoyé à Yoann de, justement, Vince McMahon, tu sais, le fameux... Tu sais qu'il y a des étapes là, où son expression explose à chaque fois. Là. Oui. Puis là, fait que là, c'est Lou Ferrigno, Reb Brown, Lou devient Simple Jack, montage avec Toon, il y a des combats clandestins. Ah. Fait que là, Yoann a trouvé ça bien drôle, puis moi, j'étais bien fier. Après, bon, j'ai envoyé une vidéo de Reb Bro qui gueule en tirant du gun, puis qui frappe d'en face une grosse bikers. J'ai marqué ce film-là n'a pas de bon sens. Parce que, ouais, c'est ça, c'est que Lou Ferrigno se fait un peu avoir et se fait... il rentre dans un genre de circuit de combat clandestin et Reb Bro, faut qu'il essaye de le trouver. T'sais. Ben toi, non, puis ça passe par tirer du gun dans des bars. Puis là, Yoann... après, je dis, il y a Danny Trejo! Ben voyons! Il est là-dedans, lui. Avec là, Yoann, fait, what? Puis moi, je dis, puis il y a Al Leong. Puis Al Leong, c'est le Ultimate Henchman. Yoann, c'est ça qu'il m'a écrit, mais il est dans
tous les films des années 80, c'est l'Asiatique avec la grosse moustache puis des cheveux longs. Celui qui était dans Die Hard. Ouais, dans Die Hard. C'est tout le temps lui, oui. Ouais. Puis là, j'ai dit celui qui prend la palette de chocolat pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Exact. Là, je dis à Johan. Puis en plus, il joue un gentil. Ça, c'est rare. Et là, je dis aussi que Red Bro qui laisse un gars cramer pendant qu'il crie « Shoot me, please ». Fait que ça, c'était une excellente scène. En parlant d'excellente scène, on a notre ami Laurent Boutin qui vient de... Oh, mauvais bouton. Non, c'est parfait comme ça. J'ai accroché le même bouton. Meilleur bouton. Salut, Johan. Salut. Voyons, ça va bien. Shoot me, please. Shoot you, please. Ouais, why not? Ouais. Je sais pas, j'ai entendu Simon dire ça. Ah, juste en mettant musique. Il est dans son festival Red Brown pour le mois de février. Oh là là. Ouais, puis là, je suis en train de parler du film Cage. Je suis en train de lire ma conversation que j'ai eue avec Johan parce que je trouve ça pertinent pour un podcast de faire ça. Notre podcast, c'est pertinent. Pour notre podcast, ça l'est. Donc, c'est ça. Et après qu'il aille laisser un gars cramer pendant qu'il crie « Shoot me, please », Johan dit « Red Bro has no chill ». Et là, moi, je dis « Le premier fighter, c'est Mathias You, je vais exploser ». Et là, Johan dit « Dude, ce film has everything ». Et là, je prends ma petite voix et je dis « Al Leong n'est pas mauvais acteur quand on lui laisse la chance de jouer de quoi avec un peu plus de viande sur l'os. C'est ça l'expression? » Et là, Johan, il dit « C'est exactement ça l'expression. » Et après, j'ai envoyé une vidéo de Lou Ferrigno qui parle en Simple Jack, puis Johan fait « Holy shit, ha 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 », puis là, je dis « Aïe, man, je redécouvre ce film, j'avais aucun souvenir. » Fait que voilà, je le conseille fortement pour toutes les choses que j'ai dit. Non, La Cage. Red Bro est excellent là-dedans parce qu'il gives no shit, parce qu'il veut vraiment trouver son ami Lou Ferrigno qui est un peu perdu. Puis c'est ça. Moi, quand il a laissé le gars cramer en le regardant, j'étais comme tabarnak. Un petit peu de compassion. Mais bon, voilà. Peux-tu repenser à travers juste les titres des films dont tu viens parler pour les gens qui voudraient les rechercher potentiellement sur Tubi? Potentiellement. Uncommon Valor. Après, j'ai parlé de White Ghost. Non. Je vais les dire en ordre. Uncommon Valor, Space Mutiny, White Ghost, Last Flight to Hell et Cage. Cage est sur Tubi. Celui-là, je me souviens pas. Mais je pense il y a au moins Space Mutiny. C'est ça là que tu as mentionné. Ouais. White Ghost est là aussi. C'est là, on poursuivre avec Laurent. T'es pas prêt? Hein? J'étais-tu prêt? J'ai le... Cerveza Cristal. Ça ferait du bien quand même parce que j'ai un méchant brain freeze en ce moment. Comment ça? Ben, j'arrive de dehors. Ça frette? T'as pas marché de la job? Oh non, j'ai juste marché du métro. Mais quand même, c'est une longue marche pour aller à Mont-Royal puis venir jusqu'ici après. Là. Prends le temps d'arriver. Salut. Ça va? Ça fait longtemps? Ouais, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. De quoi je vous parlerais bien? Je peux vous parler d'un film que j'ai vu, moi aussi. T'es-tu allé voir BD Misérable? Oui, ça plaît ça. Ah, ben Caroline, un film adapté d'une bande dessinée québécoise. L'as-tu vu? Non, pas encore, mais j'aimerais ça aller le voir parce que j'aimerais ça pouvoir en parler à l'émission. Ben, ouais. Ouais, t'es allé tout seul? T'es avec des amis, je t'ai pas invité? Ben, tu veux plus aller au cinéma? Non, j'y vais au cinéma. C'est vrai? Ouais, regarde, je fais garde du monde, là. C'est bien, ça. Je suis fier de toi. Mais, ben oui. Je suis allé avec ma blonde puis avec des amis la fin de semaine de la sortie parce que j'étais bien excité. La semaine de la Saint-Valentin? Non, l'autre fin de semaine avant. Ça fait déjà 2 semaines. Ça fait déjà 2 semaines. C'est pour ça, là, les films québécois, ça reste pas à l'affiche longtemps. Fait que là, je vais en parler. Peut-être qu'on va faire un show là-dessus complet, mais je vous encourage vivement à y aller en salle. Donner de l'argent
aux films et aux comédies québécoises. Comme on l'a dit, c'est adapté d'une bande dessinée de Samuel Quentin, qu'on aime beaucoup au show. D'ailleurs, une grande entrevue avec lui l'année passée. Il y a 2 ans maintenant. Wow, ça va si vite. On l'avait reçu dans le cadre du festival Juste pour rire, pour sa BD Shérif Junior, puis on l'a eu. On a parlé de Villes et Misérables. Vous allez dans nos archives sur le site internet des Mystérieux Étonnants. On a fait un épisode là-dessus. C'est une des bandes dessinées qu'on a pas mal toutes trippé dessus. Là. Quand même. C'est comme moi, c'est rare que je relis maintenant parce qu'il y a tant de choses à lire. Mais ce livre-là, je l'ai lu plusieurs fois. Ne serait-ce que parce qu'à chaque fois que je suis comme, c'est quoi donc exactement cette réplique-là? Là, je cherche un bout, puis là, je finis par le relire au complet parce que c'est juste trop bon. Pour reprendre les propos de notre ami Gauthier Langevin, qui participe des fois à l'émission, il a déjà dit c'est un des meilleurs dialoguistes du Québec, Samuel Quentin. Ouais. Donc, je suis d'accord. Puis là, le film, il y a comme... je trouve que c'est compliqué. C'est à la fois une force et une faiblesse pour les fans du livre. En tout cas, c'est que on reprend la prémisse, mais il y a très, très peu de moments qu'on a aimés dans la BD. Si genre, t'es vraiment comme j'ai hâte de voir ce moment-là il y a des chances dans le film, il y a des bonnes chances que ça soit pas là parce que c'est vraiment comme on reprend la prémisse de base et les attitudes de base, les personnages, mais on fait de quoi de super nouveau avec. Ce qui est quand même cool parce que genre, je savais pas où ça s'en allait. Puis c'est ça, je connais le livre par cœur. Puis souvent, quand je suis tout le temps excité de voir des affaires que j'aime adapter. Je suis tout le temps déçu, en fait. Mais là, ça veut-tu dire qu'il n'y a pas la séquence dans l'autobus avec la designer graphique? Et pas là. Ah, c'était ma scène préférée de la bande. Je sais, mais c'est remplacé par d'autres choses. Puis c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu sais, t'es comme, OK, une fois que t'as fait le deuil de que genre, OK, je vais pas voir ce que je m'attendais à voir, mais le ton reste là, tu sais. Puis c'est aussi drôle que la BD, c'est quand même malade. Je suis allé dans la librairie il y a 2 semaines, puis ils ont refait la couverture un peu dans le style du poster du film, puis je trouvais ça malade qu'aujourd'hui, on a des films adaptés de BD québécoises. Ouais, c'est ça. Quand même très cool. Qui est très différent de... On avait déjà Paul à Québec, là, mettons, mais c'est pas le même genre de projet. C'est comme aussi une proposition comme vraiment wacky, Les Misérables. Ben oui. Ne serait-ce que de un, c'est vulgaire, c'est con, c'est un peu off comme prémisse, là. On s'entend que c'est un démon qui est libraire dans un concessionnaire de chars usagés. Comme juste la prémisse, mettons... les gens peuvent te regarder en faisant quoi? Ouais. As-tu bien dit les mots que tu voulais dire? Je me souviens que la première fois que je l'ai lu, j'ai fait « Attends, là, on est où, là? Pourquoi il est... OK, c'est beau. » Mais c'est ça, juste la force d'avoir pris le pitch exactement comme tel, puis de, roll with it, là. C'est comme, puis de rester cohérent avec cet univers-là. Puis pour vrai, il y a des jokes, là, j'ai braillé de rire, là, qui sont des nouvelles jokes. Donc, mais je veux dire, Samuel Quentin participe à l'écriture du film aussi. C'est ça que j'ai demandé, Ouais, il est comme étroitement lié, fait qu'il a co-écrit, je pense, avec le réalisateur. Fait qu'on sent sa patte quand même. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même... Au niveau du langage, je trouve qu'on perd un peu parce que, on en a déjà parlé justement en entrevue. Dans les BD de Samuel Quentin, personne parle de même. C'est comme si tout le monde... C'est comme s'il créait des expressions que personne n'utilise dans la vraie vie, mais que dans ses univers, tout le monde utilise tout le temps. C'est des expressions qui font penser à des expressions que François Pérusse aurait pu écrire dans un univers parallèle, mais qu'il n'a pas écrit dans notre réalité. Puis ça, je trouve qu'on l'a pas tant que ça. Personne dit le mot pénitio dans Villes et Misérables. On devrait le reprendre. Alors que, comme quand la BD est sortie, moi et tous mes collègues, comme ça a changé notre vocabulaire. Il y a comme 3-4 à chaque nouveau livre de Sam Quentin, il y a comme 2-3 expressions qui, justement, qui deviennent communes pour nous, Puis là, ça, je trouve qu'on l'a un peu perdu dans le sens que c'est un langage un peu plus friendly, mettons. Puis tout, il y a genre un vocabulaire franglais, très montréalais, mais qui n'existe pas. Ouais, c'est exactement ça. Fait que ça, ce côté-là, je trouve qu'on l'a moins, mais le type d'humour est encore. Fait que c'est ça. Notre ami Steph dit que c'est un futur film culte et je suis très d'accord avec elle. Je pense que ça a un bon potentiel de réplique culte puis de revisionnement souvent pour célébrer à la fois l'Halloween, Noël et ou le jour de la marmotte. En espérant qu'il y ait une sortie physique. Oui, on te souhaite. Un Blu-ray, là, un Blu-ray. Simon, il est bien excité. Puis aussi, je sais pas pourquoi,
je trouve que c'est quelque chose de très cinéma québécois, mais il y a vraiment une très, très bonne scène de karaoké. Dans le film. Je trouve qu'on avait... J'avoue qu'il y a ça souvent dans les films. Mais moi, je trouve que dans Avant qu'on explose, qui est un peu passé inaperçu, il y a une excellente scène de karaoké. Puis dans Sarah préfère la course aussi, il y a une excellente scène de karaoké. Je pense que comme cinéaste québécois, si vous nous écoutez, gardez cette tradition. Essayez de mettre une bonne scène de karaoké. On est passé genre que ça devienne ça. Pour nous, tu sais. On est passé de la cuisine au karaoké, c'est ça? Ouais, exact. Ou genre, c'est ça. Tu sais, comme le cinéma québécois, c'est quoi? C'est le cinéma direct puis des scènes de karaoké. C'est ça. C'est souvent aussi du monde qui regarde le fleuve à la fin. Là, mais... Ouais. Il y a sûrement moyen de satisfaire. Il y a tout ça dans Ville et Misérable. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu dises la fin. Ouais, écoute. Mais il y a ça dans il y a pas ben de fleuve. Bernard et moi, un caméo, mais c'est ça. Fait que c'est ça, allez-y pendant qu'il est encore temps parce que c'est cool des films un peu hors des sentiers battus que ça. C'est ça. Okay. Que ça marche un peu. Puis honnêtement, ça vaut la peine d'être vu. Ville et Misérable, le film, puis achetez donc la BD de Pau Pau, tant qu'il y a. Oui. Est-ce qu'on écoute le film avant de... Non, on lit la BD avant. Ben, pour vrai, rendu là, je pense que ça dérange pas parce que c'est vraiment deux entités avec. C'est comme. Tu sais, ça part vraiment de la même prémisse, puis ça fait deux affaires différentes avec, puis c'est pas les mêmes blagues. Fait que, genre, dans n'importe quel sens, vous n'allez pas vraiment vous spoiler. Je pense que j'en ai déjà parlé à l'émission, mais il y a plusieurs années de ça me fait environ peut-être 9-10 ans. J'avais offert, la fois que j'ai travaillé peu de temps dans une compagnie de jeux vidéo, un échange de cadeaux à un collègue qui était un programmeur. Gentil collègue, rien à dire contre lui, mais il était très... Il était très off dans les interactions sociales et je pense que j'avais jamais vu rire de ma vie. Okay. Le gars, il m'est revenu après une semaine puis il m'a dit j'ai tellement ri, c'est la bande j'ai capoté. Genre. Et je pensais que c'était potentiellement une machine, ce dude-là. Ah ouais, et ça a prouvé... Tu vois, t'as trouvé son type d'humour. Exactement. Tu sais, le test dans Blade Runner, là, pour savoir si t'es un répliquant ou pas. Le test de Voight-Kampff. Exactement. Mais là, le test, c'était le test de Ville et Misérable. Et pour vous dire à quel point j'ai été capable de faire fondre ou apparaître le cœur d'un programmeur. C'est vraiment une très bonne BD. Allez lire cette bande dessinée-là. Moi, qu'est-ce que j'ai dans mes petites nouvelles? En fait, j'ai une nouvelle pour toi, là, Laurent. Quand je l'ai vu, je me suis dit que tu allais particulièrement aimer. Je ne pense pas qu'on l'a souvent dit à l'émission, mais tu as été nommé ou plutôt baptisé à quelques reprises le Amadeus Cho de la bande... Ou le... Ouais, c'est ça, l'Amadeus Cho. Non. C'était quoi, le Rick Jones. Le Rick Jones. Ouais, c'est ça, le Rick Jones. Parce qu'Amadeus Cho est comme devenu aussi oui, puis aussi comme quoi le 8e être le plus intelligent de l'univers Marvel. C'est ça, c'est un des personnages les plus brillants. Alors que Rick Jones, non. C'est juste un dude. Mais il n'est pas devenu un être nucléaire tout croche dans Immortal Hulk. Ouais, mais là, ça vient de quand ils ont eu le Red Hulk, là. Comme tout le monde est devenu un Hulk là, pendant ce temps-là. Oui, tout le monde était un Rick Hulk. Jones, Betty Ross Banner, puis tout. Puis là, bon, c'est ça. Mais pendant très longtemps, il a juste été un gars qui était là avec... Mais que ses amis, c'était des super-héros. Puis si on t'ont baptisé comme ça, parce que toi, tu tenais que des artistes de bande dessinée, mais toi, tu faisais pas. Je me suis auto-baptisé. Ah, c'est toi qui t'as donné. OK. Mais anyway, je me suis mélangé, fait que ma prémisse marche pas en tout. Fait que c'est Adamus Cho, qui était aussi un compagnon de Hulk, mais qui est considéré une des personnes les plus intelligentes du Marvel U dans les comic books. Ça fait 20 ans, en fait, que le personnage existe dans l'univers des comic books. Il a été créé Sérieux? Ouais, ça fait 20 ans. Il a été créé en 2005 par Greg Pak et l'artiste Takeshi Miyakazawa. Moi aussi, je m'en souviens. Donc, c'est un peu l'époque pré-Civil War et compagnie. Tu sais, Civil War, c'est une excellente série. Hey, on faisait le show dans ce temps-là. On faisait le show dans le temps. C'est vrai. C'était une nouvelle dans ce... C'est encore une nouvelle. Donc, ça fait 20 ans. Puis pour souligner la création du personnage, Marvel Comics va sortir un numéro pour souligner, en fait, cet anniversaire. Ça va être dans qui est sorti dans le Amazing Fantasy numéro 15, volume 2 en 2005. Donc, ça sort quelque part autour du mois de mai. C'est un one-shot qui va regrouper plusieurs histoires de la vie de Amadeus Cho, dont une qui est écrite par Greg Pak et dessinée par Takashi
Zawa. Donc, ça sort quelque part au mois de mai. Ça va s'appeler le Amadeus Cho 20th Anniversary Special, tout simplement. Un coup. C'est même pas un trade, là, c'est un volume un petit peu plus épais. Là. Fait qu'il existe depuis plus longtemps que l'âge qu'il y a dans les BD, ça veut dire. Il y a quel âge dans les bandes dessinées? Je sais pas. Il y avait comme 15-16 ans au début. Je sais pas s'ils vieillissent-tu maintenant? Des fois, ils vieillissent lentement. Ils vieillissent jusqu'à un certain moment. C'est ça. On est techniquement plus vieux que Batman en ce moment. Et Homer. Ouais, hein? Et Homer. Homer Oui, est comme ça, quoi, oui. 33, 32, quelque chose comme ça. Ouais. J'aime mieux pas penser à ça. Ben, j'ai vu une story même âge que sur, l'âge que Jean-Marc Parent à l'époque de l'âge JMP. J'y pense un peu des fois quel âge qu'il y avait. J'ai vu une story sur Instagram en fin de semaine où on montrait l'âge de certains acteurs, personnages du cinéma des années 80-90. On apposait l'âge à côté. Donc, tu te souviens de Marv dans Home Alone? Oui. Il avait 33 ans. J'ai 10 ans de plus que Marv maintenant. Et où est la représentation des débuts quarantenaires? Hein? Oui, ceux qui... Où sommes-nous? Où sommes-nous? On est un peu Representation matter. Hein? Exactement. Fait que c'est ça que j'avais pour Amadeus Cho, mon cher. Toi, Simon, on retourne ça avec toi? Ouais. On part un petit jingle, j'aime bien ça. Reb Bro. Deuxième partie. Sure. Continue le February. J'ai écouté Strike Commando, un film de 87 de Bruno Mattei. Bruno Mattei qui a fait Zombie 3 et Rat's Night of Terror, entre autres. Et celui-là, j'en ai déjà parlé au show quand Severin avait sorti le film en Blu-ray. Donc, je vais un peu skipper, mais c'est quand même un film important. Pour moi, mais aussi, je pense que c'est le Reb Bro essentiel. C'est dans celui-là qu'il gueule comme c'est pas possible en tirant de la mitraillette dans la forêt. En fait, le film, c'est essentiellement Rambo 2, mais aux Philippines. Wow. Puis, c'est ça. Juste, il est sur Tubi. Ça vaut vraiment la peine. Bon. Vous allez avoir du fun avec celui-là. Sinon, après, j'ai écouté un film. C'est là-dedans que Red Bro est devenu Red Bro? Pour moi, oui, dans mon cœur. Mais c'est 87 qui avait déjà quand même pas mal de films sous la cravate. C'est ça l'expression? Je pense que oui. Est-ce qu'il porte une cravate en tirant de la mitraillette dans la forêt? Non, il porte du camo. Ça a plus d'allure. Ouais. J'ai essayé aussi le film Death of a Soldier, un film par Philippe Mora qui a réalisé Howling 2. On a parlé. Dans lequel il y a Red Bro. Il y a Red Bro. C'est un film de 86 qui est basé sur un fait vécu. Donc, c'est du true crime. Parce que, écoute, j'essaye d'utiliser les keywords populaires pour les jeunes. Les jeunes tripent sur le true crime. Ouais. C'est un film qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le moment où il y avait des soldats américains qui étaient stationnés en Australie. Et Reb Brown joue un des soldats. C'est un gars qui a été... en fait, c'était un soldat qui était psycho et qui s'est mis à tuer des Australiennes parce qu'il voulait entendre leur voix. Et là, le film, en fait, c'est ça. On voit lui qui est fou puis qui tue. Mais il y a aussi James Coburn qui joue un général qu'il le représente à la cour martiale. Puis en fait, c'est que lui, il veut prouver qu'il est fou. Mais ils veulent le juger normal. Donc, c'est un peu ça l'enjeu. C'est un genre de drame, là. Ouais, c'est plus drame, mais il y a quand même quelques scènes. Tu sais, Reb Brown qui joue un psycho, ça fonctionne parce qu'il est quand même épeurant. Il est très creepy. Mais le meilleur bout du film, c'est quand il se fait un espèce de drink dans un bar. Il y a tout le monde qui le regarde, puis là, il gueule chaque ingrédient qu'il met dans son verre. Fait que là, ça a l'air d'un genre de verre de bière, puis là, il dit « ketchup ». Fait que là, il met du ketchup. « Mustard ». Fait que là, il met de la moutarde. Là. «
Mustard pepper! Fait que là, il met de la poudre de moutarde. Après, cayenne pepper! Puis là, après, il prend une gorgée, puis à chaque gorgée, il se met à gueuler. C'est insane, cette séquence-là. En plus, la caméra zoome vers lui tranquillement. Là. Ouais. Puis, c'est magnifique. Vous pouvez juste aller voir la scène sur YouTube, c'est en masse. C'est pas un grand film, mais juste ça... pour cette scène-là. Ça, c'était bon. Le film est sur Tubi aussi. Après, ben là, j'arrive à un moment où je suis un peu... comment dire... je suis la nouvelle. Parce que récemment, on a Captain America Brave New World, je crois. New World Order. Je me souviens pas le New World Order. Qui est sorti. Mais là, Reb Brown, lui, a déjà joué Steve Rogers. Quoi? Oui, il a joué Captain America dans un TV movie de 1979. C'est pas celui qu'on a écouté, nous autres, là, avec les oreilles collées non, sur les oreilles. ça, c'est le film de Albert Pyun. C'est ça, Albert Pyun avec le méchant de Robocop qui joue le président des États-Unis, c'est ça? Exact. Et les oreilles sont collées sur le casque de Captain America. Ouais, mais là, celui qui a un casque de moto. Oui. Exact, c'est ça. Oui, ça, c'est le Captain America qui fait de la moto. En fait, le film... Honnêtement, c'était pas mal boring. J'étais un peu déçu, mais je m'attendais à ça parce que c'est un TV movie de 1979. Je pense que c'est assez pour être un peu... en plus, c'est un origin story, donc c'est pas super intéressant, puis c'est pas la version la plus intéressante de Steve Rogers aussi. Je pense que le seul élément qui le démarque un peu des autres, c'est qu'ils ont pris le fait que Steve Rogers, souvent, il va dessiner. C'est un artiste un peu, même si on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie de son lore. Là-dedans, ben, il se promène avec une grosse vanne, puis il fait de la peinture. Fait que il y a ça. OK. Mais honnêtement, c'est super plate. Puis un moment donné, j'arrive à la fin. Puis c'est une poursuite d'hélicoptère pendant genre 15-16 minutes. Puis c'est un moment... C'est long. J'étais comme, c'est long. Tu sais, à part, oui, il pitch son bouclier un moment donné, puis il fait de la moto. Un moment donné, il y a comme une moto qui va vite, puis qui est peinturée en drapeau américain. Ça me donne le goût, là. Ouais, c'est ça. Puis en plus, la version que j'ai vue du film, il y avait comme un problème avec l'audio, puis ça faisait que c'est comme si quelqu'un avait mis une pédale de flanger dans le son, fait que ça fait fait que le 15 minutes à la fin d'hélicoptère là m'a rendu fou là. Wow. À un moment donné, tu sais, j'étais comme voyons j'ai pogné les nerfs, j'avais hâte que ça finisse. C'est agressant. Ouais. Fait qu'il y a un 2, je vais sûrement en parler quand je reviendrai parce que je l'ai pas écouté encore. Donc, ouais, non, c'est ça. C'est vraiment plus par curiosité. C'est pas un grand film. Pas disponible sur Disney+, je parie. Non, mais je pense que ça se trouve sur YouTube. Là, probablement. Là, en plus, si je me fie au screenshot sur Letterboxd, dans le 1, il y a un casque de moto avec le A puis les petites ailes de peinturées. Ouais. Mais dans le 2, il a l'air d'avoir des ailes de coller sur son petit casque comme ça. Mais ils sont mis à l'avant. C'est comme vraiment une casse de moto. OK, c'est ça, une casse de moto. Je comprends pas ce que tu voulais dire. C'est donc bien laid, Caroline. Ouais. Y a-tu tout le temps son casque quand il est Captain America? Non. OK. Y a-tu... Parce que c'est pas clair si en dessous, il y a un gros A d'écrit, genre, y a-tu une cagoule de Captain America, genre? En tout cas, pas dans celui que j'ai vu. C'était un casque, oui, c'est vrai. Il y avait le casque avec la visière. Puis, il y a le costume comme dans les 16 dernières minutes. Là. 1 minute avant l'hélico. En même temps, ça a plus de bon sens de porter un casque que de porter juste une cagoule. Oui, mais écoute... C'est un personnage de BD adapté. Oui, je sais pas. Il est laid, ce casse-là. Là. Je sais pas comment on pourrait le décrire pour les gens à la maison, mais taper Red Brown Captain America, puis c'est absolument... Mais attends, tu vois-tu celui du 1? Celui du 1 est moins pire. Il est plus quiche. Oui, mais c'est parce que celui du 2, il est particulièrement rond. Il est rond, le casque était proéminent. Puis, les ailes collées, ça fait comme moins de bon sens que les ailes... Puis ils sont collés au niveau des sourcils, ça fait pas de sens qu'ils soient devant.
Ouais. Là, tu me donnes le goût d'écouter le 2. Là. Ben écoute, j'ai assez hâte qu'on décortique ce casque-là. J'aime qu'à la maison, les gens se disent « Ah, on n'écoutera pas ce Christy de film-là. » Puis Simon, il est comme « J'ai hâte, ça me parle. » après, j'ai écouté Cage 2, la suite de l'autre. Ben voyons, toi. Cage 2, The Arena of Death. Réalisé par la même personne, mais 3 ans plus tard, 94 ou 4 ans plus tard. C'est pas le meilleur film de combat en cage et c'est certainement pas meilleur que le premier, mais il y a quelques trucs le fun comme le costume incognito de Reb Brown où il doit rentrer dans le tournoi de combat pour encore aller sauver Lou Ferrigno. Le costume, c'est une petite moustache noire puis des cheveux longs noirs attillés. Puis il a l'air comme ça marche pas. Là. Ça va pas avec son look. On dirait une espèce de costume qu'Inspecteur Gadget porterait pour infiltrer une base mad. Ouais. Tout le film aussi, tous les combats sont commentés par un annonceur qui s'appelle Vinnie Rosenbaum, qui a l'air d'un jeune Guy Mongrain. Ben écoute, là, toi, tu me donnes le goût de l'écouter. Ah, c'est ça. Puis il y a Gérald Okamura dedans et il y a un hélico qui explose et une fin ouverte. Il n'y a pas de 3 par contre. Il n'y a pas de cache 3. Non. Fait que il va y avoir une campagne Kickstarter pour le comic book. Si on part ça, là. Si on met Samuel Quentin sur le scénario. Là, peut-être qu'il est un fan de Red Brown pour le sait pas. Peut-être. Après, j'ai écouté. J'aimerais ça, là, comme plein de projets en cours, puis il est comme non, j'arrête tout, je fais Cage plein d'adaptations, mettons, de, je sais pas, moi, Sheriff Junior en dessin animé, puis fait fuck it, moi, j'adapte Cage 3 de Red Brown en BD. Hey, je verrais ça. Après, j'ai écouté le film You're the Hunter from the Future, un film de 1983 par Antonio Margaretti, qui est le maître des miniatures. Et le film est aussi connu sous le nom de Il Mondo di Yor. Puis le film, en fait, c'est un peu raant, mais qui se fait mettre dans Star Wars au 3e acte. Fait que les 2 premiers, c'est un monde plus fantastique, préhistorique même. Puis à un moment donné, il y a des lasers, puis il y a des vaisseaux, puis il y a des costumes qui, clairement, ils ont pris des casques de Star Wars, de Stormtrooper, puis ils ont peinturé en noir. Ils ont modifié, ok. Ouais. Puis, en plus, c'est basé sur une BD. C'est une BD européenne, je pense italienne, qui s'appelle Yor. C'est pour ça que ça me dit de quoi? YOR? Ouais, YOR. Ouais, j'ai déjà vu ça, il me semble. Ouais, puis, mais c'est ça, c'est... L'affaire avec le film, malheureusement, c'est qu'il est doublé, donc la voix de Reb Brown, c'est pas sa voix. Donc, à chaque cri qu'il fait, ses célèbres cris, ben, c'est pas le sien. Fait que c'est un peu décevant. Mais, par contre, le côté cinéma, comment je pourrais... je veux pas dire cheap, mais plus, tu sais, de second ordre avec les moyens du bord, ce qui veut dire à peu près cheap. Il est le fun parce que là, vous avez des animatroniques, il y a des miniatures, en plus, il y a des dinosaures. Dinosaures et lasers dans le même film. Ouais, je veux dire, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, celui-là, je le conseille quand même. Assez divertissant. Évidemment, c'est un peu de croche, mais ça a son charme. Est-ce que ça se trouve, ça aussi, ou ça se trouve pas? Bonne question. Je pense pas que je l'ai vu sur Tubi, mais c'est sûr que ça se trouve à quelque part. Souvent, ces genres de films-là, tapez-les sur les noms là, sur YouTube. Ouais, c'est ça. Il y a des chances que ça soit là. Il y a bien des chances. Il y a un Blu-ray qui est sorti aussi, fait qu'il y a des chances qu'il y ait une bonne qualité aussi. Quelque part. Et le dernier que je vais vous parler, c'est le film RoboWar. Je crois en avoir déjà parlé quand que le Blu-ray est sorti. Un autre film de Bruno Mattei, donc c'est le même qui a fait Strike Commando que j'ai parlé tantôt. Clairement, les deux ont été tournés pas mal en même temps, ou en tout cas avec le même crew, parce que c'est clairement comme une forêt aux Philippines, il y a des acteurs qui reviennent. Puis RoboWar est un rip-off de Predator avec un soupçon de Robocop. Regarde. Le soupçon, c'est le fait que
c'est l'être humain qui est derrière le robot, qui a un peu un lien avec nos personnages. Mais le reste, c'est vraiment un groupe de militaires qui s'en vont en forêt chercher quelque chose, mais ils savent pas trop quoi, puis là, ils se font attaquer par un robot qui est très laid et qui fait beaucoup de petits bruits d'ordinateur pendant qu'il parle. Mais écoute, c'est des dudes qui marchent dans des forêts avec des guns puis qui tirent. Puis ils essaient de se sauver du robot ou c'est parce qu'ils savent pas c'est quoi au début. Ils deviennent les chasseurs chassés. Ils deviennent la proie. Exact. Comme dans Predator. Exact. Fait que c'est ça. C'est pas... Honnêtement, c'est un peu dull des fois parce que justement, c'est des dudes qui marchent dans la forêt. Mais il y a quand même des bons moments. Puis le robot vaut la peine. Ça, c'est sur Tubi. Donc voilà, c'était mon compte rendu des Reb Bro. Les films de Reb Bro. S'il te plaît. Les titres. Donc, Strike Commando, Death of a Soldier, Captain America de 79, Cage 2, The Arena of Death, Yar, The Hunter from the Future et RoboWar. RoboWar. C'est beau titre. Quand je reviendrai, ben je parlerai des autres films. Il en reste encore. Ça va être encore février. Non, pas long. On va continuer avec toi, Laurent. Je vais vous parler d'une BD. T'as le droit. Tu t'attendais à ce que je dise quoi? Ben, super. Je t'écoute. Je t'écoute. Je vais vous parler d'une grosse brique qui est parue aux éditions Sarbacane qui s'appelle Le cas David Zimmerman. C'est fait par deux gars qui s'appellent Luca et Arthur Harari. Luca Harari avait déjà fait deux livres là, similaires, des grosses briques. Il y a comme un super dessin. Là. C'est comme souvent d'inspiration un peu néo-noir, mais avec un dessin un peu ligne clair, inspiré, genre de dérivé de Tintin, mettons. Mais c'est quand même tout le temps comme... Il est vraiment bon dans les ambiances, les albums, c'est tout le temps des super grands livres, très élégants. Puis là, c'est un album qu'il fait avec, je pense, son frère, donc Arthur Harari, qui, lui, c'est sa première bande dessinée, mais il a été co-scénariste au cinéma, notamment sur Anatomie d'une chute, qui a eu pas mal d'éloges, le film français, là, avec le film de procès qui est sorti il y a 1 an. Et donc, là, dans ce livre, on suit un gars au début qui s'appelle David Zimmerman, qui s'en va dans un party, puis là, il rencontre une fille qui avait déjà spoté sur une job de photo de mariage quelques semaines auparavant, puis il était comme « elle aussi, elle m'a spoté, c'est cool », puis là, ils couchent ensemble. Puis là, quand il se réveille, il est dans le corps de la fille. Qu'est-ce que tu veux dire, il est dans le corps? Il est dans le corps de la fille, il se réveille dans son lit, il ne sait pas comment il est rentré, puis là, il est la fille avec qui il a couché. Puis il est comme, wow, ça c'est fucked up. Puis là, il est comme mêlé, comme il se doit. On le serait à moins. Puis il est comme, qu'est-ce qui est arrivé avec elle? Qu'est-ce que je vais essayer? Sûrement qu'il est dans mon corps aussi, puis tout. Puis là, c'est comme un gros livre de 350 pages où il fait une enquête. Puis là, c'est ça, il finit par retrouver son corps, mais finalement, c'est pas l'autre fille qui est dedans, c'est quelqu'un d'autre qui est dedans. Puis là, tout ça vire vraiment plus comme... c'est vraiment plus It Follows comme truc que Freaky Friday, mettons. Okay, c'est pas humoristique. C'est pas du tout humoristique, là. C'est genre creepy, puis plus ça avance, plus il creuse des affaires, plus ça devient weird, puis t'es comme, est-ce que c'est fucky, puis genre, comment vous allez vous sortir de ça? Puis honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. C'est intriguant. Ouais, plus ça va, tu sais, au début, j'étais comme, OK, ouais, il va apprendre à devenir dans le corps d'une femme. Mais plus je lisais, plus j'étais comme, oh, les shit que c'est messed up. Puis là, comme il en rajoute des couches, puis il en rajoute des couches, fait que je veux pas vous spoiler rien. Mais c'est vraiment une belle ride, un dessin super élégant, comme un très grand livre, puis tout, là, puis honnêtement, ça vaut vraiment la peine. C'est un de mes premiers coups de cœur de l'année. Rappelle donc le en titre. BD, ça s'appelle Le cas David Zimmerman par Arthur et Luca Harari, avec un H.
Pour vrai, c'est très cool. J'ai vu notre ami Jake Dion en fin de semaine, qui est artiste de BD, pour les gens qui ne le connaissent pas, et qui m'a parlé d'une bande dessinée ou d'une série de bandes dessinées style manga par les gens qui ont fait Calcium et Silicium et Frontières. Oui, effectivement, ça sent bien. C'est pas arrivé au Québec encore, il a dû ramener ça dans Angoulême. Ah oui, il est à Angoulême. Mais j'ai super hâte de le lire. Ça s'appelle Shin Zero, je pense. Oui, c'est ça, exact. Fait par donc Guillaume Saint-Gelin, qui a fait Frontières, et Mathieu Bablé, qui a fait Carbone et Silicium, puis Shangri-La et tout. Fait que c'est comme deux auteurs dont j'adore le travail, puis là, ils font un truc de Power Rangers ensemble. C'est ça, oui. Fucking excité. mais pas les Power Rangers que vous pensez. Non, mais c'est un truc d'inspiration Power Rangers-esque, là, probablement un peu plus violent qu'on sent le travail d'un et de l'autre, mais pour vrai, j'ai vu quelques pages, puis je suis vraiment très, très hype. Là. J'avais trippé sur Calcium et Silicium, mais je n'ai pas lu malheureusement Frontières, mais Gauthier nous en avait parlé ici à l'émission. Oui, pour vrai, c'est vraiment bon aussi. Ouais, je pense que le dessin qui sur le coup m'a un petit peu. Ouais, mais tu sais, c'était le gars qui dessinait The Grocery aussi, là. Fait qu'il y a comme un dessin. C'est ce gars-là. Ouais, il y a un dessin qui, de prime abord, a l'air plus enfantin, là. Mais qui, puis The Grocery, ça rentre dans le dash. Voilà, fait que c'est comme un piège un peu, mais pour lui, il est vraiment bon. Vendu. Combien tu le vends? Je sais pas encore, il n'est pas arrivé. Non, je parle des Frontières. Ah, je ne sais plus par cœur. Un petit peu en bas de 40$, me semble. Pas si pire. Petite nouvelle, j'en ai parlé la semaine passée avec Johan, qui n'est étrangement pas là quand Simon est là. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je pense pas que je les ai jamais vus ensemble, ces gars-là. Ben oui, t'es vu des centaines de fois ensemble les deux en même temps. Ouais, je sais, là. Il y a des vidéos des deux qui interagissent sur Internet. Ah, mais c'est peut-être du AI. Peut-être. Moi, je crois, si je l'ai pas vu de mes yeux. De toutes les raisons, puis il y en a beaucoup, là, mais de toutes les raisons que les gens soulèvent pour dire qu'on n'a pas été sur la Lune, le AI. Oui, le AI de ces années-là. Oui, de 1969. Oui, c'est très populaire. C'est très populaire. Non, mais tu comprends pas, ils nous le cachaient depuis tout ce temps. Non, je suis plus capable de ces conneries-là. Donc, j'en ai parlé avec Johan, puis c'était pas aussi concret que présentement, mais Warner Bros. Discovery a annoncé vendredi dernier, donc en fin de semaine dernière, que le scénariste Percy O'Reilly, je ne connais pas malheureusement, a été engagé pour écrire la populaire, ou plutôt une suite du populaire film de 1985 de Goonies, 40 ans après la sortie du film de Richard Donner. Ça s'en vient. Donc, le film qui avait été un succès quand même commercial à l'époque. On parle de 125 millions sur un budget de 19. Le film, la suite sera produite par Amblin Entertainment, dont Steven Spielberg font partie des producteurs, et Chris Columbus, qui avait écrit le scénario du scénario original Jadis. Le film Jadis mettait aussi en vedette Josh Brolin, Sean Ashton, Corey Feldman et Ki Wo Kwan, qui d'ailleurs a eu la sortie d'un film récemment, Love Hurts, et sur le tapis rouge, Kwan était rejoint par son ancienne co-star de Goonies, Feldman, et ils se sont montrés tous les deux ouverts à reprendre leur rôle, c'était le cas. Pour l'instant, il n'y a aucun détail, bien sûr, sur le film, parce que est-ce que c'est les enfants d'eux? Est-ce qu'ils vont qui veut voir Goonies avec des vieux bonhommes? Ben, comme moi. C'est vrai que je viens de dire que representation matters. Exactement. C'est bon, faites-le. Donc, les deux se sont montrés ouverts. Bien sûr, il n'y a pas de réalisateur attaché, quoi qu'il y avait des rumeurs que Chris Columbus lui-même, qui est un réalisateur qui a montré ses preuves, là, serait probablement attaché au projet. Donc, c'est ce que j'avais par rapport à The Goonies. Ça s'en vient. C'est fou que ce film-là, finalement, après toutes ces années, finit par se concrétiser. Puis, une petite nouvelle rapidos concernant Marvel Comics, là, c'est pour faire un peu dans la même veine que ma nouvelle de Amadeus Cho. Mais la semaine passée, ils ont dévoilé sur les internets une espèce de petit teaser, là, un aperçu d'une série, ou plutôt de quelque chose qui s'en vient. On ne sait pas c'est quoi. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est une série. Mais sur le teaser en question, on voit la tombe de Gwen Stacy, qui est la fameuse copine de Spider-Man, qui est décédée, ma foi, il y a quand même des lustres. On parle en 79 dans le Amazing Spider-Man numéro 121, puis qui a été ramené je ne sais pas combien de fois en version de clone depuis. Ouais. Il n'arrête pas de la ramener en version de clone. Donc sur le teaser, on voit la tombe de Gwen Stacy et la date, c'est... Laisse-moi finir, puis ça c'est pas long. Mai 2025, avec ce qui est écrit, c'est « Rien n'est de sacré ». Puis il y a une pelle à côté de la tombe. Donc sommes-nous sur le point de revoir le retour d'une autre Gwen Stacy?
Ça sonne... moi, je trouve que ça annonce la nécrophilie de la façon que c'est exprimé. La façon que c'est exprimé, ça fait rien très n'est sacré ici. Oui, c'est comme ça que ton cerveau... C'est là où t'es allé dans ton esprit. C'est tout ce que je soulignais. C'est ça qu'on veut dire, désacraliser un corps, non? Ça peut signifier bien des choses. Tu peux le faire un week-end chez Bernie avec. Tu peux faire plein des affaires. Man, ça, OK. Ça, c'est ça qui arrive. Si c'est ça le prochain Spider-Man, je suis très intrigué. Ça s'appelle Jumping Shark, mais quoique en BD, rien n'est impossible. Donc, on sait pas c'est quoi. C'est pour ça que je disais, on sait pas si c'est une nouvelle série, un nouvel event. Il y a des gens qui ont dit, est-ce que ça va faire partie de la nouvelle série des Amazing Spider-Man de Joe Kelly, John Romita Jr. et Pepe Lazar qui va sortir dans quelques semaines. Là, je pense au mois d'avril, il y a une nouvelle Amazing Spider-Man qui est rebootée à zéro. Soyez rassurés, dès la semaine prochaine, on est censé avoir des détails concernant cet événement-là. Ben, je suis bien curieux. Il y a eu plusieurs clones de Gwen Stacy au fil des années. Plus d'une Ultimate qui elle aussi s'est fait cloner. Exact. Puis la Gwen Stacy Spider Ghost qui est dans l'univers parallèle où est-ce qu'elle est un genre de Spider-Man, Spider-Woman. Spider-Gwen. Mais la vraie de vraie Gwen Stacy, à ma connaissance, mais il y a genre presque 50 ans d'histoire, là, n'est pas revenue. Ben, c'est une des rares personnes qui est restée morte dans l'univers. Elle a quand même eu des enfants post-mort. Dans l'histoire. Dans l'histoire, ouais. Créé par en flashback. En flashback là, par J. Michael Straczynski dans sa série. Quoique je pense qu'il y a eu du retconning par rapport à cette histoire-là. Je pense que c'était un clone finalement. Là. En tout cas, ils l'ont ramené en forme de clone. Là, ça a l'air qu'ils veulent la ramener pour de vrai. Ça reste à voir. On vous en parle la semaine prochaine. Oui, mais elle doit être décomposée depuis belle lurette. Comic book, man. Je te rappelle qu'on a eu un Punisher qui a été découpé en rondelles, qui est devenu qui est devenu quoi? Punisher, Frankenstein? Frankencastle. Puis là, on a un Punisher qui est bien en santé, puis il n'a pas de l'air en rondelle qui se promène. Tout est possible, mon ami. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. C'est vrai. C'est ça. Simon, tout avait terminé? Oui. Toi, Laurent, il te reste quelque chose? Très rapidement, parce que tu as mentionné Sean Astin. Sean Astin. J'ai vu que le Comic-Con de Montréal commençait à annoncer des choses. Déjà, oui. Pour le prochain Comic-Con qui aura lieu l'été prochain, le 4, 5, 6 juillet, au Palais des Congrès. Et il y a en juillet, je pensais que c'était au mois de septembre. Il me semble que j'ai vu juillet. Je vais aller voir, mais je pense que je te fais confiance. Il y a un événement qui est annoncé qui s'appelle A Night in the Shire, où on promet... Je l'ai vu, ce film-là. Ah ouais? Il y avait beaucoup de petits bouts. Of course. Je sais pas à quoi je pense. Donc, cette Night in the Shire nous promet les 4 hobbits des films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Il n'y avait pas de hob. Voilà, j'ai fini ma nouvelle. On est dessus maintenant commandité par Eros et compagnie. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ouais, j'aimerais ça, moi aussi, avoir un nouveau divan. Je dis ça de même. Donc, Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan et Billy Boyd, qui jouent respectivement Frodon, Sam, Mary et Pipin, seront tous samedi le 5 juillet au Palais des Congrès. On peut déjà acheter des billets pour l'événement, c'est entre 40 et 150 $. Ouais, j'imagine que les places les plus chères sont à l'avant. Ouais, ben de ce que j'ai compris, c'est que plus tu payes, plus tu peux choisir tes places vite. Ils te laissent rentrer avant. OK, ouais, c'est ça. C'est en ordre de C'est ça. Fait que si tu veux vraiment être proche de Elijah Wood, tu peux payer. Il a un nice dude, Elijah Wood. Il a l'air d'un nice dude. Ouais. C'est ça. Fait que c'est sûrement... Est-ce que tu sais, Laurent, parce que les événements en parallèle du Comic-Con de Montréal, mais qui font partie du Comic-Con de Montréal, souvent, pas tout le temps, là, mais des fois, il faut que tu aies un billet du Comic-Con plus un billet pour l'événement. Est-ce que tu sais s'il faut un billet pour le Comic-Con? J'ai cru comprendre, j'ai browsé la page vite, que le billet pour le show genre, tu payes pas, ça te laisse pas rentrer au Comic-Con. Non, ça c'est clair, mais est-ce qu'il te le faut par contre? Je pense que tu peux juste acheter ce billet-là pour cet événement-là. Parfait. Si j'ai bien compris. OK. Génial. Bon, ben, Yann. Moi, je pense que j'avais fait pas mal le tour. Simon aussi, Laurent, merci. On a déjà failli croiser Elijah Woods. Ah oui, parce que quand on était au studio Luna, qui était venu rencontrer des gens qui étaient des artistes de BD de là. Ah ouais? Oui, on l'a manqué de peu. C'est bien. Fin d'histoire. On a déjà été dans la même ville, ça veut dire. Oui.
Ouais. Exact. Oui. C'est ça. Avec ça. On va passer par travers les petites annonces. Si vous laissez un message vocal, j'ai été déçu cette semaine, je pensais en avoir. On a un SpeakPipe, donc c'est une messagerie vocale. Vous pouvez nous laisser un message, l'écouter avant de faire send, envoyer. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Sinon, on vous invite encore une fois à donner notre Patreon. C'est grâce au Patreon qu'on peut continuer à faire des shows semaine après semaine depuis maintenant plusieurs années. Le lien est aussi dans le descriptif de l'épisode. Et en échange de votre contribution, on vous donne du contenu exclusif, dont Bifurcation, qui est un podcast que je fais avec mon ami, le réalisateur Rémi Fréchette. Et en ce moment, on est dans un cycle dédié au réalisateur Paul Verhoeven, le réalisateur néerlandais, qui on a fait 2 de ses films justement des Pays-Bas. Et on a commencé par Setters, ouais, c'est ça. Un film de motocyclistes, de jeunes motocyclistes bien horny dans un petit village là-bas. Et on a un autre épisode qui s'en vient cette semaine, qui va sortir cette semaine, qui est sur The Fourth Man, genre le film le plus lichéen David Lynch de Paul Verhoeven que j'ai jamais vu. C'est très sexu en même temps. Ouais. Donc, on va avoir un autre film qui s'en vient après, puis on va rapidement tomber dans son cycle américain. Donc, en échange de votre contribution, vous avez accès à ces épisodes, plus tout le catalogue complet des épisodes de Bifurcation. Puis il y en a beaucoup. On est dans les genre 155 épisodes de disponibles. Wow. Ça aussi, je m'en rappelle quand ça a commencé. Oui, moi aussi, j'étais là. Donc, c'est quand même une grosse bibliothèque. Si vous commencez maintenant à donner, vous avez accès à toute la bibliothèque. Vous avez aussi à l'avance des épisodes de Terre humaine Cheese d'or. Vous avez 2 épisodes à l'avance avant qu'ils sortent sur les différentes plateformes de podcast. C'est un podcast que Simon fait avec Étienne Forêt et Gabriel Isocolor. Et vous faites en sorte aussi qu'ils ont produit Noël Cheese d'or et Terre Kaiju. Quoique Terre Kaiju, c'est le nouveau, je pense... Cœur et Poutre. Ça fait un bout qu'il y a eu un épisode de Terre Kaiju. Quoique j'ai l'impression que ça va éventuellement renaître de ses cendres ou sortir tel un Godzilla de l'océan pour venir massacrer le Japon. Ouais, ben là, il faudrait que Jake me parle un moment donné. Ouais, c'est ça. T'es là-dedans. Un bout, je l'ai vu, là, puis je suis comme, voyons. Je l'ai vu en fin de semaine. Je te confirme qu'il est vivant. Yeah. Il est là. Il existe toujours. Moi, j'attends juste qu'on m'appelle pour faire un épisode sur King Kong Escapes, en tout cas. King Kong Escapes, c'est quoi? King Kong 2. Ouais. C'est quoi ça? Ben écoute, moi je suis l'invité de King Kong de Terre Kaiju. Ah oui, ok. Le King Kong 2, c'est une suite au King Kong des années 70. Mm-hmm. Puis King Kong Escape, c'est une genre de suite de Godzilla versus King Kong. Celui qui a un Mechanicong dedans. C'est donc même malade. Simon montre sa copie de Blu-ray en ce moment. Oh mon Dieu. Non, c'est un DVD. Une pochette très laide. King Kong a l'air d'avoir une face... comment on pourrait dire ça? On dirait que la face a pogné en feu. Puis son costume là-dedans, il rush. Là. Le costume, il est usé. Je pense que c'est le même costume pour une coupe de film. Là. Je le vois amené jusqu'au bout. Je le vois en basse résolution en ce moment, puis je vois qu'il est laid. Fait que, si vous donnez aussi au Patreon des Mystérieux Étonnants, écrivez-moi à travers la plateforme. Et je vais vous envoyer le lien vers le Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. C'est vraiment par là que moi, j'interagis avec la communauté. J'utilise pratiquement plus Facebook, puis Instagram et les autres plateformes. Je garde un œil sur Instagram, puis on diffuse le show les lundis, ou plutôt les mardis matins. Mais ça me tente plus. Ça fait des années que ça me tente plus, mais Discord, c'est vraiment une belle place. On partage des articles, on écoute des films. C'est le mois des films français en ce moment. Blaise a fait une belle sélection des films à écouter en gang. Et c'est aussi les dimanches qu'on écoute la lutte. Hier, on a écouté l'événement pay-per-view de NXT. C'était pas mal cool. Merci à Gab encore une fois. C'est une belle communauté. Regardez-vous de la lutte française pendant le mois français? Non. Non, on se fait pas cette souffrance. Quoique, je serais curieux. Vous pourriez écouter la lutte, mais avec les commentateurs français. Ouais, mais il m'énerve. Fait que je peux pas... Éventuellement, peut-être, j'aimerais ça donner sa chance à Kevin Raphaël puis Pat Laprade qui font les commentaires puis justement sur la version francophone. Ils vont le faire éventuellement en direct, ça a de l'air. Ils ont dit ça, c'est sur leur podcast. Puis je suis bien curieux. D'ailleurs, leur succès, c'est assez incroyable. Ils ont un balado dédié à la lutte. Puis là, ils sont commentateurs officiels pour la WWE sur Netflix. C'est les Québécois. Bravo. On est disponible partout. Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site. Si vous cherchez un show, vous dites, voyons, ils ont-tu parlé de Stand on Guard ou ils ont-tu parlé de tel BD? Allez faire une recherche sur notre site internet, il y a des chances qu'il soit disponible dans nos archives. On est aussi également sur les plateformes de bullshit, là, Instagram et tout, là. Mais on est sur Discord surtout. Petite pause, on revient dans quelques instants avec la BD de la semaine.
Justice League versus Godzilla versus King Kong. Yeah! Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de DC Comics. Ben oui, DC Comics. Justice League vs. Godzilla vs. King Kong de Brian Buccellato et Christian Douce. C'est un 7 numéros qui a été réuni en un volume que vous pouvez acheter si vous voulez maintenant. Oh mon Dieu. Il faut que je décrive la bande dessinée, là, ça a l'air, là. OK, ça se passe pas dans la continuité consensuelle de DC Comics. Ouais, on est dans une... Non, à cause d'éléments qu'on va parler plus tard dans la bande dessinée. Donc, on est dans une genre de réalité parallèle. Ça commence la bande dessinée. Clark Kent est avec Lois Lane sur le toit du Daily Planet. Une place où ils se sont déjà rencontrés, je crois. Peut-être leur première rencontre. Et il la demande en mariage. Et des eaux à proximité de Metropolis émerge un Godzilla pas mal fâché. Ouais. Et là, on découvre que c'est les super vilains de l'univers de DC Comics qui ont été propulsés avec une pierre qui permet d'exaucer des souhaits qu'ils ont trouvés dans la Fortress of Solitude. Ils ont été propulsés dans une réalité parallèle où Godzilla, King Kong et les Titans existent. Dans l'univers Legendary, en Exactement. Gros. Puis ils ont décidé de les ramener parce que foutre la marde, ils aiment ça, les vilains de DC Comics. Et donc, au-delà de toute logique. Au-delà de toute logique, oui. C'est vrai, tout à fait. Donc, il y a Godzilla qui est là, puis il y a les Titans, puis tu as la Justice League qui décide de faire des affaires pour essayer d'empêcher le ravage à travers la Terre. C'est pas mal ça. Ouais. Good job. Good, mais de rien. Ça a été difficile. On vous rappelle qu'en est partie d'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas lu la bande dessinée, si vous êtes chanceux, de 1. Mais de 2, faites pause et revenez à la BD. Si ça vous dit. Sinon, restez avec nous autres, il y a des gens qui, des fois, décident plutôt de suivre alors qu'on parle de la bande dessinée. Alors, en parlant en détail, faisons un tour de table vraiment rapide sur votre appréciation. Commençons par Simon. Est-ce que tu as aimé... là, je ne redirai pas le titre, là. Moi, je l'avais commencé quand ça a commencé à être publié, puis j'ai comme abandonné pendant. Puis là, je l'ai lu pour le show. J'ai comme fait, ok, je catch pourquoi j'étais comme pas investi tant que ça. Tu sais, je sais pas, je pense que je m'attendais à un petit peu plus de travail derrière la proposition plutôt que c'était très vide. C'était comme... Ouais, c'est ça. J'étais un peu déçu quand t'as 2 propriétés comme ça qui peuvent être le fun. Ils se sont dit comme, hey, il faut faire de quoi vite, puis c'est ça que ça donne. Très bien dit. J'étais un peu déçu. OK. Toi, Laurent? Toi qui es fan de Godzilla, mais qui n'est pas fan de DC Comics. Tu vois, je rejoins tout ce que Simon dit. J'ai été souvent pris d'une grande confusion, mettons. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, mais que ça s'agite pour rien un peu. C'est un peu comme si quelqu'un... Tu sais, quand ton frigo il est plein puis t'as plein de bons ingrédients, là, si t'es sacs tout dans un bol pour faire un gâteau avec, ça se peut que le jambon, ça marche pas. Puis ça se peut que, tu sais, comme... Ouais. Genre, sélectionne des ingrédients puis ça va faire peut-être de quoi de plus harmonieux. Là, j'ai l'impression qu'on a tout mis le fridge. Réfléchis à ta recette. Au final, c'est ça. Ça goûte plus rien, tu sais. Ça goûte juste un schlock de cochonnerie. Voilà. J'aborde dans votre sens, puis j'ai le même feeling que vous autres. La proposition comme telle, quoique ridicule, je suis all-in. La proposition. Je veux dire, même moi, j'étais excité. Puis t'aimes pas le DC Comics, on va répéter. C'est ça. Genre, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Puis là, je vais avoir l'air d'un disque qui se répète, mais c'est pas l'idée du crossover qui est une mauvaise idée. C'est pas ça, le problème, c'est le traitement. Puis comme Simon, je trouve qu'il y avait... C'était très peu étoffé derrière. Donc, très bonne idée. Très bonne idée. Bonne idée qui aurait pu être exploitée de différentes façons. Puis malheureusement, la direction dans laquelle ils ont été est confuse, peu divertissante, puis même, je te dirais, peu de surprise. Exactement. Pas tant de retournement, pour peut-être la mort d'un personnage qui m'a relativement surpris, ce qui a confirmé qu'on était dans un univers qui était pas l'univers consensuel des comics, de DC Comics. Mais voilà. Je peux-tu vous dire... Là, ça fait 3 jours que je veux le dire, là, parce que j'ai lu la BD avant la fin de semaine. Là.
Le moment où j'ai compris que j'allais lire de la merde. Oui. Parce que le premier numéro, j'étais bien vendu. C'est un bon premier numéro. C'est un bon premier numéro. On met la table. Avec duel, Superman, Godzilla. Ça va aller où, ça? Avec un beau travail du Godzilla. Tu sais, si je vois que l'artiste a mis du love dans le Godzilla, c'est probablement le seul personnage dans lequel il met de l'effort, là, ou qu'il maîtrise plutôt. Ouais, parce que des fois, on dirait que c'est un autre artiste. Oui, en fait, je confirme qu'il y a un autre artiste qui a aidé à la création de la bande dessinée. Mais au-delà de ça, la BD comme telle, visuellement parlante, n'est pas particulièrement éloquente ou particulièrement intéressante, à part de temps en temps Godzilla. Fait que moi, j'étais sur OK, on donne la chance au coureur. J'ai vu que le volume était composé de 7 numéros, puis un des problèmes... C'est beaucoup pour pas grand-chose. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est qu'habituellement, il y a peu de... Habituellement, on ne laisse pas assez de numéros pour laisser respirer ce type de crossover-là. Ouais. Et donc, j'étais content. On va dans de l'espace pour élaborer, pas sentir que c'est précipité puis condensé. Mais aussitôt qu'ils ont commencé à inclure les autres Titans, j'ai fait « Ah non ». Puis là, l'équipe de la Justice League a commencé à séparer pour chacun attaquer leur propre kaiju un peu de leur bord. Là, chacun, OK, ça va s'éparpiller, ça va s'étendre. Puis là, on n'est pas en train de laisser respirer l'histoire, on est en train de faire du temps. Moi, c'est le feeling que j'ai eu. Et c'est le moment où j'ai fait « Là, je pense que je vais pas avoir une bonne lecture. » C'est le moment où j'ai pseudo-abandonné avant que ma lecture confirme mes attentes. Ouais. Puis je pense aussi, tu sais, on sent la publicité derrière, dans le sens, c'est pour nous montrer les titans de l'univers Warner Godzilla, tu sais. En plus des super-héros, j'étais comme... Ben, moi, limite, ça, j'étais content, tu sais. De les voir? Ben, genre, mettons, là... J'oublie tout le temps son nom, là, mais il y a celui qui a l'air d'un gros mammouth géant avec des gigantesques défenses. Là, ça a l'air qu'il y a un nom. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'on a vu un glimpse de lui dans genre King of Monsters, puis on n'a jamais élaboré là-dessus. Puis là, j'étais comme, tu sais, bon, je vais avoir la version comique, mais on va en apprendre plus, je vais m'attacher à lui. Un design cool, tu sais. Ben, mais c'est pas arrivé, tu sais. J'étais comment, tu sais, comme audacieux qu'il ait choisi lui, tu sais, plutôt que genre des Motro, des King. Il a été aussi présent que dans les films. Ben, c'est ça. Là, j'étais comme, quel gâchis, tu sais. Pourquoi vous faites venir tout le monde? C'est pour pas les utiliser ou, tu sais, comme là, c'est ça. Il y a plein de bagarres. Genre, tout le monde se sépare, mais tout le monde peut être là instantanément aussi. Là. C'est comme, on a besoin d'aide avec Godzilla à Metropolis. OK, j'arrive dans 2 minutes. Là, comme tout le monde s'échange de bataille, mais on sait jamais qu'est-ce qui se passe. Non, au niveau de la chorégraphie, l'action est genre dégueulasse. Là. Non, l'action est dégueulasse. Puis je veux dire, on est là. On s'entend qu'on est là pour de la tapoche. On est là pour ça. On a lu le titre. On veut de la tapoche. On veut de la tapoche. On veut de la tapoche. Là, tu lis ça, puis je suis comme, je comprends pas ce qui se passe dans cette tapoche. À quoi bon? Exactement. La tapoche elle-même, qui serait le seul élément de rédemptif de la bande dessinée, est fucking décevant. En fait, il y en a très peu. Puis je vais y aller tout de suite, là, parce que c'est le bout où j'ai fait quand même va chier. Là. Je l'ai dit dans ma tête en lisant la bande dessinée vers la fin. Le titre, c'est Justice League versus Godzilla versus King Kong. Il n'y a pas de versus Godzilla versus King Kong puis la Justice League entre les deux. En fait, les deux se touchent même pas. Je sais même pas, à cause de l'art, s'ils se voient. Non. Il n'y a pas d'interaction entre les deux. Fait que tout le long, tu t'attends, OK, il y a ce qu'on appelle des fill-in. On est en train de donner des numéros et des éléments d'histoire dont on se fout. Mais au moins, à la fin, il y aura ce beau climax. Il n'y en a pas de climax. Non. Ça se termine tellement rapidement que j'ai fait « Hein? » J'avais l'impression que quelqu'un avait tiré sur mon tapis. J'ai l'impression qu'on avait retiré un numéro. Ça fait très, là, l'épisode des Simpsons, et ils seront secourus par mots. C'était ça la fin de cette bande dessinée. C'est moi qui est trop sévère ou non, mais moi-même, confus. Je trouve, je vais appeler ça un élément Sharknado, là, dans le sens que, tu sais, mettons, s'il y avait des requins pris dans une tornade, on s'entend-tu que, genre, ils sont pas préoccupés par te manger, ils sont juste comme, what the fuck, sortez-moi d'ici. Puis là, je trouve que tous les vilains de l'univers d'ici sont des sharks dans un Sharknado là-dedans, c'est-à-dire que crétins. Genre sont comme oh yeah, les monstres détruisent la ville, participons à la mêlée et comme saccageons la ville nous aussi, puis je suis comme non,
Ils vont enfin nous débarrasser de la Justice League. Oui, c'est ça. C'est quoi votre plan, les gars? Vous allez genre vous crisser en dessous des pattes de Godzilla? Ce qui est arrivé à Toyman, d'ailleurs. Ce qui est arrivé à Toyman. Mais ça, limite, je comprends parce que lui, c'est même pas dans un désir de destruction, c'est juste comme wow, ma belle créature. Puis ça, je peux relater à ça. Avec Godzilla, ça, c'est certain. Sûrement que j'aurais la même finalité que ça, mais je serais pas en train de mettre la ville à sac entre les jambes des kaiju. Qu'est-ce que c'est ça? Qui fait ça? J'aurais pris un 4 numéros de ta poche, pas d'histoire. Mettez un artiste qui maîtrise son art, qui peut rendre justice à ces personnages-là iconiques, puis connus de tous. Là, on s'entend, Godzilla, c'est pas d'hier, puis c'est un personnage que les gens adorent. Même chose pour la Justice League, pour les gens qui sont fans de DC. Puis faites juste ce qu'on veut voir, là. Des mises en scène incroyables de combat. Jouer sur l'idée qu'on peut la Justice League peut combiner ses efforts, ses différents pouvoirs. Faites-en une belle chorégraphie. Moi, là, les successions de discussions de plans me faisaient penser... Là, je parle de plan en termes de quel est notre plan. Là. Ça faisait très années 80-60. Ça fait très vieux film de Godzilla, mais ça manquait le charme. Ça manquait le charme d'un Godzilla, tu sais. Oui, non, vas-y. Non, j'allais juste dire, il y a un bout où Supergirl est aux prises avec son propre kaiju, là, son propre titan. Puis là, elle sent que Superman, son cœur arrête de battre. Fait qu'elle retourne vers Metropolis. Elle arrive là, elle l'observe, puis elle repart. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il y a un bout où Supergirl transporte Ollie, qui est le Green Arrow, puis il trouve une île. Ah, tu vois, c'est Skull Island. Pourquoi ils vont là? Pourquoi c'est sur leur chemin? Ils vont là. Là, t'as ça. Là, ils rajoutent des affaires. Ils rajoutent la League of Assassins. Oui. C'est quoi d'autre qu'ils rajoutent? Il y a plein d'affaires. Là. Il y a des... Moi, je veux parler d'un élément qui est rajouté et qui m'a donné le goût de... J'ai eye-rollé pas mal. Pourtant... j'étais comme excité, mais le dialogue m'a enlevé tout espoir. C'est quand Godzilla est pogné sous l'eau, proche de Atlantis ou whatever le nom. Atlantis. OK. Puis Aquaman summon le Kraken. Le vrai Kraken de DC Comics. Pour se battre contre Godzilla. Et je pense qu'il y en avait un autre, mais... Ça, je me suis dit, OK, ben, tu sais, c'est le fun, un autre monstre géant, puis tout. Mais là, t'as Hal Jordan qui dit, oh no, they really released the Kraken. Ah, tabarnak. Je l'ai ri, celle-là. Ben, moi, c'était comme... moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, est-ce que je trouve ça drôle ou je trouve ça... épais. J'étais vraiment comme... J'ai arrêté sur cette case-là, puis après, je me suis dit, je sais pas. Ça parle de la qualité de la bande dessinée, d'abord. Si t'es pas capable de savoir... Mais c'est parce que je pense que rendu là, tous les moments de dialogue de Hal Jordan m'ont un peu gossé. Il était agressif dans cette bande dessinée-là. Ouais, puis pas drôle, puis juste gossant. Fait que je pense que là, j'étais comme, OK, ouais. Ils font le jeu de mots, l'expression, en tout cas... Fait que c'est ça, il y a Godzilla, il y a des kaiju, il y a la Ligue des Assassins, il y a Ollie, il y a Ollie sur une île de Skull Island, il y a les vilains qui sont à la recherche de Toyman parce que c'est lui qui, à cause de la pierre, a souhaité que l'arrivée des titans. Il y a aussi Lex Luthor qui décide de construire son propre Mecha Godzilla. T'as Batman qui a... T'as un Mecha Batman. Ça, je suis comme... C'est la bonne idée, je pense, de ce numéro-là. Puis le design est beau. Ouais. On s'en sert peu, finalement, mais ça existe. J'ai trouvé ça cool, mais après, il y a comme une case où Batman marche, puis il est comme tout fier. J'étais comme, va chier. J'étais vraiment comme, hey, là. Il y a la Green Lantern Corps qui crée leur propre mecha en gang. Il y a plusieurs membres de la Green Lantern Corps qui est là. T'as Grog qui contrôle Super... Il y a plein d'affaires, mais... Moi, je comprends mal le pouvoir des Green Lantern. Pourquoi ils peuvent pas chacun être un mecha? C'est une très bonne place d'être un bras de mecha. Je comprends que ça fait plus une Power limite Rangers, de dimension qu'ils ont. C'est peut-être ça. Leur willpower est pas assez gros.
Ben ouais. Mais rendu là, tu sais, ça fait très Power Rangers. Tu unis tes pouvoirs pour qu'ils... Oui, mais je comprends que c'était ça le but, mais je suis comme... Ils ont des pouvoirs infinis, pourquoi? Moi, j'ai l'impression que quand on est rendu à focusser sur des détails comme ça, c'est parce que la bande dessinée, au niveau de sa prémisse et son exécution, plutôt, a pas fonctionné. Parce que si on n'était pas en train de triper sur une BD de Predator en disant pourquoi il enlève des crânes, on n'est pas en train de se poser les bonnes questions. La bande dessinée n'est pas intéressante dans ce temps-là. Ouais. Puis je m'attendais à beaucoup. Puis je m'excuse, là, j'ai hâte de voir ce que Marvel vont faire avec leur propre crossover avec Godzilla. Ouais. Puis ils sont venus mettre leur couille sur les tables parce que... Ça a mis nos attentes plus basses, en tout cas. Oui, ça c'est vrai. J'essaie d'être positif. J'ai vu une prémisse qui avait du potentiel. Moi, j'aurais pris juste un combat. Sac le méca Batman, là, puis... mais ça s'est tellement perdu et rapidement que ça vaut pas la peine. Mettez pas votre argent là-dedans, là. Achetez quelque chose d'autre. Je pense, tu sais, aussi, tu as la preuve un peu que les gens ont de la misère à écrire Superman parce qu'il est enlevé assez rapidement de l'histoire. C'est vrai, hein, de puis l'équation. Il revient vraiment plus tard, puis c'est comme, bon, ben, OK. Je veux voir Superman contre Godzilla, mais c'est comme pas là. Ça a été bref. Puis on l'a pas vraiment eu, on l'a eu très peu. Non, on l'a eu très peu. Pages, puis quand il revient, il est comme, ben là, je catch que lui, il est là, puis veut... pour l'équilibre. L'équilibre, c'est ça. Puis me voyait comme une menace choses. Puis là, je sais pas trop, il réussit ça... whatever. Puis là, ils ont, on a trouvé des filières de monarques sur l'autre univers parallèle. On va utiliser ces filières-là pour... Hey, c'est ça, man, sérieux, là. Je suis pas un auteur, là. J'aurais pu écrire quelque chose de meilleur, là. C'est confus. Je sais pas pourquoi ils ont donné ça à cette équipe-là. J'imagine qu'ils travaillaient sur des contraintes excessivement difficiles ou peut-être peu de temps de création, je sais pas, mais ça vaut pas la peine. Ça file comme un premier jet, puis malheureusement, c'est pas du tout poli. Puis cette rencontre-là méritait d'être polie. Mieux de C'est comme de la saucisse pas super bonne. Non, c'est même pas de la saucisse hot dog, parce que la saucisse hot dog, au moins, tu te dis, c'est pas bon pour moi, mais je sais que c'est bon au goût. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on voulait, en fait. Exactement. C'est de la vieille merguez, là, que... C'est comme un château de saucisses. Un château de saucisses. Ouais. Puis le dessin, on doit se le dire, là. Ouais, c'est ça. Des fois, c'était correct, mais souvent, c'était... Ouais. Il abandonnait dans la même ligne. Ouais. J'aime pas ça être négatif, fait que je vais arrêter là, moi. J'ai rien d'autre à rajouter. Ben non. On a lu pire. Pire. Mais c'était très... Mais c'était décevant. Ça fait 4 jours, je l'ai lu, puis j'ai pas de souvenirs. Je pense qu'on a les mêmes souvenirs. C'est comme une expérience traumatique. On a très peu de souvenirs de l'événement. Fait que c'est ça s'appelle Justice League vs. Godzilla vs. King Kong. Je pense que même si vous êtes un fan invétéré de Godzilla, ça vaut pas la peine. Moi, je pense que c'est pour ça que les bibliothèques en public existent. Bon. Hein? Voilà. Bien dit. Allez l'emprunter, puis vous dire... une chance, j'ai pas acheté ça, Chris. C'était quand même 7 numéros à lire. Puis c'est pas très... En tout cas, anyway. On se laisse là-dessus, tout le monde. Merci à Simon, merci à Laurent, merci à Vous à la maison. On espère que vous ayez faire un tour cette semaine sur notre Patreon. Allez écouter le prochain épisode dédié à Paul Verhoeven, notre épisode de bifurcation. Merci à tous ceux qui donnent déjà au Patreon. Puis continuez comme ça. Noël chez Isidore, il y en a un nouveau qui s'en vient bientôt. Cool. À moins de problèmes de logistique, mais on est supposé d'en taper un en fin de semaine. Génial. Gardez un œil sur votre fournisseur de balado. Je sais pas comment dire. Ouais. C'est ça. On se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. OK. Bye bye. Ciao. Bye.